Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 20h, cette première édition de la semaine. Voici les titres. Plus de 100 anciens djihadistes déradicalisés au Niger. Au Soudan, le Soudan confirme le retrait de 10 000 soldats du Yémen. Et enfin, en République démocratique du Congo, la société civile appelle la CPI à identifier les auteurs des massacres à Béni. C'est tout pour les titres, la suite du document dans un instant. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Winikake, bonsoir. Bonsoir Laurel. Bonsoir à tous. Good evening and welcome once more time to this bilingual news edition. We will start the information in Niger. About 125 members of the jihadist group Boko Haram have completed on Saturday in southeastern Niger a deradicalization program. The program also involves professional training that could lead to social reintegration. This is our report. Niger, some 125 former members of the jihadist group Boko Haram have completed on Saturday in southeastern Niger a de-radicalization program. This program has also involved professional training that can lead to social reintegration. The official ceremony marking the end of this training was held under military control in Gudumaria, a town located nearly 200 kilometers from Difa. It is this locality which shelter the center where are welcome since 2017 those who are called the prince of Boko Haram, those who leave the rank of the terrorist group. After swearing on the Quran, the ex-jihadists, including 47 Nigerians, receive exit certificate allowing them to leave the center permanently. They also receive each of the work tools to set up their own workshop. This surrender movement began at the end of December 2016 with some 30 Nigerian fighters. During their stay, the repentant received a 6-month religious training with preaching about the practice of moderate Islam. They then follow a professional training. Most of the women and children of the center are considered victims of the terrorists and were used by the Boko Haram groups as indicators or counselor of property stolen during the attack, according to the authorities. Let's go to Sudan. Sudan concluded the withdrawal of Yemen troops. The Sudan's Prime Minister Abdallah Hamdok speaks during a Reuters interview in Khartoum and says it had reduced about 10,000 troops in Yemen. This is the report. Sudan says it had reduced troops in Yemen to 5,000. The information was given during an interview at Khartoum by the Sudan's Prime Minister Abdallah Hamdok. He said Khartoum had reduced the number of troops it has in Yemen from a peak of 50,000 to 5,000, confirming a drawdown in a conflict which he said could not be solved militarily. Abdallah Hamdok, who held a civilian government form in September under a power-sharing deal with the military after it ousted long-term leader Omar el-Bashir, gave detail of troops levels in public for the first time on his return from Washington. Sudanese troops have been deployed as part of a Sunday-led alliance that intervened in Yemen in 2015 against the Houthi movement that controlled the capital Sana'a. There had been speculation that Sudan will reduce its troop numbers since the United Arab Emirates said in June it has scaled down its military presence in Yemen. The deployment of Sudanese troops in Yemen has also been criticized by some political groups. The conflict is seen in the region as a proxy war between Saudi Arabia and Iran. The Houthis, who control most big urban centers, say they are fighting a corrupt system. The war has killed tens of thousands of people and pushed millions to the brink of famine. Au Niger, quelques 126 anciens membres du groupe djihadiste Boko Haram ont achevé samedi dans le sud-est du Niger un programme de déradicalisation. Ce programme qui implique aussi une formation professionnelle pouvant permettre une réinsertion sociale. Reportage. 125 ex-djihadistes du groupe terroriste Boko Haram, parmi lesquels 47 Nigériens désormais repentis,
ont reçu le 7 décembre 2019 à Difa leur certificat de fin de formation d'un programme de déradicalisation. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum. Ces ex-belligérants ont prêté serment en jurant sur le Coran de ne plus jamais commettre des actes terroristes ou même y être impliqués de près ou de loin. Ils se sont également engagés à promouvoir la paix et la sécurité au sein de leurs communautés respectives et à se soumettre aux lois de la République. Le parchemin entre les mains, les anciens membres de cette secte religieuse nigériane ont quitté le centre de Gudumariya dans la région de Difa. Ce centre de déradicalisation accueille depuis 2017 de nombreux repentis de Boko Haram où il leur est dispensé une formation religieuse axée notamment sur la pratique de l'islam modéré ainsi que des formations professionnelles. La plupart des femmes et leurs enfants sont considérés comme des victimes des terroristes et ont été utilisés par le groupe Boko Haram comme indicateur ou receveur de biens volés lors des attaques selon les autorités nigériennes. Le Premier ministre du Soudan a annoncé dimanche que le contingent soudanais combattant au Yémen est passé de 15 000 à 5 000 soldats. Le chef du gouvernement du Khartoum a également déclaré qu'il n'y avait pas de solution militaire à la guerre qui dévaste le pays depuis 2015. Suivant ce reportage. Le Premier ministre du Soudan a annoncé dimanche que le contingent soudanais combattant au Yémen est passé de 15 000 à 100 000 soldats. Le chef du gouvernement de Khartoum a également déclaré qu'il n'y avait pas de soutien militaire ou de solution militaire à la guerre qui dévaste le pays depuis 2015. Au pire heure de la guerre en 2016, le Soudan avait compté jusqu'à 48 000 soldats enrôlés dans la coalition arabe qui combat aux côtés du gouvernement du président Abrabo Mounsoui Hadi contre les rebelles Houthis. 10 000 soldats soudanais sont rentrés au pays. Il n'en reste donc aujourd'hui plus que 5 000 sur le terrain et l'objectif, a déclaré le Premier ministre Abdallah Hamdok à sa descente d'avion en provenance de Washington, est de retirer à terme tous les soldats soudanais du conflit. Des soldats pour l'essentiel issus des forces de réaction rapide du célèbre général surnommé Hameti, le numéro 2 du Conseil souverain soudanais et qui était surtout positionné à la frontière de l'Arabie saoudite pour empêcher les incursions rebelles. De son côté, l'envoyé spécial des Nations Unies a estimé que la nécessité d'un leadership qui crée la paix commence à voir le jour au Yémen. Un leader de la paix est quelqu'un qui pratique l'art de la concession, de l'inclusion, a-t-il rappelé. Nous voyons des preuves de ce type de leadership, a-t-il ajouté en citant quelques exemples. Début novembre, le gouvernement yéménite et le Conseil de transition du Sud sont parvenus à Riyad à un accord sur la médiation de l'Arabie saoudite pour un partage du pouvoir dans le sud du Yémen. Pendant 86 jours de pourparlers ayant mené à cet accord, les dirigeants des partis opposés se sont assis ensemble et mis d'accord pour œuvrer envers une cause plus grande, a rappelé Martin Griffith. In Democratic Republic of Congo, the civil society called the International Criminal Court to identify the perpetrators of the disaster at Benin. Our report will tell us more about. For about months now, Benin, a city located in the northeast of the country of Kabila, is being hosted by disaster and all sorts of attacks. During this day, the civil society launched a call to the International Criminal Court through the prosecutor Fatou Bensouda to seize the author of the crimes committed at Benin in Democratic Republic of Congo. It was at the opening of the 80th session of the Assembly of States Party to the International Criminal Court that the International Civil Society pleaded for this requirement. At least 150 members of the International Civil Society from around the world participate and find very urgent that the Office of the Prosecutor of the ECC asks to identify the perpetrator of the massacre in Benin. According to them, they will be immediately prosecuted. Just like South Africa and Zimbabwe, Namibia is agitated by the issue of land reform and ownership of farmland, still largely controlled by the white minority settlers. This is our report. At independence in 1990, Namibia opted for voluntary agrarian reform. Farmers wishing to sell their farm
must first offer their land to the state, which share it in small parcels then allocated to formerly disadvantaged Namibians, especially the black majorities. But this strategy failed to achieve the expected result, said the head of state, Hage Geingob, last year by relaunching a major debate on land reform. Farms for sale, the status cannot continue, he added, announcing constitutional amendment to expropriate white farmers in exchange for fair compensation. This amendment is still under discussion, but the subject has largely fooled the November presidential campaign, after which Mr. Geingob was re-elected for 5 years. The question agitated Namibia like many of its neighbors in Southern Africa, where historically cultivable land was controlled by the white majority of shelter. In Zimbabwe, from the early 2000s, thousands of white farmers were expropriated militarily as part of a controversial land reform. It resulted in a collapse of agricultural production, largely due to the sanction of the Western power, United Kingdom and the United States in mind. In South Africa, the government has made land reform a priority by deciding for expropriation without compensation for, according to his president Cyril Ramaphosa, to repair the injustice of apartheid. La société civile de la République démocratique du Congo demande à la Cour pénale internationale de se saisir des crimes commis à Beni, ville située dans le nord-est du pays. Pour plus d'éléments, suivons ce reportage. Même si, depuis un certain temps, une bonne partie des Africains doutent de l'objectivité et de la crédibilité de la Cour pénale internationale et encore moins des actions de sa procureure Fatou Bensouda depuis le procès de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et son ministre, où certains ont même d'ailleurs lancé un appel au chef d'État africain afin d'en sortir pour créer une cour de justice purement africaine, la société civile de la République démocratique du Congo a quant à elle demandé à la Cour pénale internationale de se saisir des crimes commis à Beni, ville située dans le nord-est du pays. Un appel lancé à l'ouverture de la 18e session de l'Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Au moins 150 membres de la société civile internationale venus des 4 coins de la planète y participent. La situation sécuritaire et celle liée aux crimes graves à Beni ont été présentées à la session de l'Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale. Maître Joseph Dounia Roenzi, accrédité à cette session pour le compte de la RDC, a demandé à la procureure de la CPI des actions urgentes pour Beni. Rappelons qu'au total, plus de 100 civils ont été tués depuis le 5 novembre dans des attaques attribuées aux forces démocratiques alliées ADF. Originaire d'Ouganda, ce groupe armé est présent au Congo depuis 25 ans. Comme l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, la Namibie est agitée par la question de la réforme agraire et la propriété des terres cultivables, toujours largement contrôlée par la minorité blanche issue des colons. Suivons ce reportage. Le bétail a été remplacé par des plantes de tomates et d'épinards alignés au corbeau. Installé dans le nord de la Namibie, Cornelius Amazab a métamorphosé ses 2400 mètres carrés de terre sablonneuse hérité d'un descendant de colons allemands. Ce Namibien noir de 69 ans fait figure d'exception. Dans son pays semi-désertique d'Afrique australe, les Blancs descendants de Sud-Africains et de colons allemands continuent de posséder la majorité des terres arabes, dont 70%, alors qu'ils ne représentent que 6% de la population. Près de 30 ans après l'indépendance, la majorité noire doit se contenter de 16% des surfaces agricoles, une répartition qui alimente rancœur et frustration. À l'indépendance en 1990, la Namibie a opté pour une réforme agraire fondée sur le volontariat. Les agriculteurs qui souhaitent vendre leurs fermes doivent proposer en priorité leurs terres à l'État qui les redécoupe en petites parcelles, ensuite attribuées à des Namibiens anciennement défavorisés, la majorité noire. Mais cette stratégie n'a pas permis d'obtenir les résultats escomptés, a souligné le chef de l'État, Hage Geingob, l'an dernier en relançant un grand débat sur la réforme agraire.
En annonçant des amendements constitutionnels pour exproprier en échange de compensation juste des fermiers blancs, il a ajouté que le statu quo ne peut pas continuer. La question agite la Namibie comme plusieurs de ses voisins d'Afrique australe où historiquement les terres cultivables étaient contrôlées par la minorité blanche issue des colons. Let's go to Rwanda. The Rwandan Minister of Health, Jan Gashumba, welcomes a delegation from the Democratic Republic of Congo to launch the Ebola vaccination campaign in Rubavu district. This is the report. Rwanda launches voluntary Ebola vaccination campaign. It was officially on Sunday at Rubavu district that the country established the vaccination campaign against Ebola as a means to prevent the spread of the virus from the Democratic Republic of Congo. Their motivation was to protect those with high chances of getting in contact with people living in areas where Ebola has been reported to be active. The Rwanda's Ministry of Health, Jan Gashumba, instructed that the vaccine will be given to everyone 2 years old and above who will volunteer to be the beneficiary of the preventive vaccine. The vaccine will be administered in 2 injections to people who frequently cross the border and to those living in Rubavu district. Rubavu district in Rwanda's western province lies just across the border from the city of Goma in the Democratic Republic of Congo, North Kivu province. The vaccine against Ebola, the new one developed by the U.S. group Johnson & Johnson, was firstly tested mid-last month in Goma. The coordinator of Ebola response in Democratic Republic of Congo, Jean-Jacques Muyembe, and the World Health Organization representative in Rwanda, Kasonde Mwinga, were also present at the launch. The current Ebola epidemic, the second worst in history, has killed more than 2,200 people since it first broke out in August 2018. Meanwhile, there are no confirmed cases of Ebola in Rwanda so far. Le Rwanda a lancé dimanche dans l'ouest du pays, à la frontière avec la République démocratique du Congo, sa première campagne de vaccination contre l'épidémie d'Ebola qui fait des ravages chez le voisin congolais. Le gouvernement rwandais envisage de vacciner 200 000 personnes en 1 an dans les districts du Rubavu et de Ruzizi au nord et sud du lac Kivu. Suivant ce reportage. Le nouveau vaccin, produit par une filiale belge des laboratoires américains Johnson & Johnson, sera administré à 200 000 personnes sur 12 mois, a déclaré en conférence de presse la ministre rwandaise de la Santé Diane Gashumba. Tous les pays situés dans les zones à risque, même s'ils n'ont pas été touchés par Ebola, se sont vus conseillés par le groupe stratégique consultatif d'experts de l'Organisation mondiale de la santé d'utiliser le vaccin Johnson & Johnson pour protéger ceux qui ont de fortes probabilités d'entrer en contact avec des gens vivant dans les zones où Ebola a été signalé actif. Le Rwanda utilise le vaccin expérimental qui avait été employé pour la première fois à la mi-novembre à Goma, en République démocratique du Congo, de l'autre côté de la frontière. Plus de 250 000 personnes ont déjà été vaccinées en République démocratique du Congo par un premier vaccin fabriqué par le groupe américain Merck Sharp & Dohme. C'est la première campagne de vaccination contre Ebola jamais lancée par les autorités rwandaises. Les personnes travaillant dans le secteur de la santé, de l'immigration aux postes frontières, les policiers ainsi que les hommes et femmes d'affaires amenés à traverser fréquemment la frontière seront vaccinés en priorité. Parmi les centaines de personnes qui se sont présentées dimanche pour être vaccinées, beaucoup se montraient satisfaits de cette initiative, estimant qu'elle leur permettra de vivre l'esprit plus libre. Les chefs congolais de la riposte anti-Ebola, le docteur Jean-Jacques Muyembe et la représentante de l'OMS au Rwanda, Kasonde Mwinga, ont assisté au lancement des opérations. Contrairement à ses voisins congolais et ougandais, le Rwanda n'a jamais connu la moindre victime du virus Ebola sur son sol. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à terme de cette édition de 20h. On vous dit bon début de semaine et bonne suite de programmes sur Frika TV, votre télévision. Thanks to listening to this bilingual news edition. Let's meet on Wednesday for another edition. Thank you.